Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a le ça sous Télévision nationale d'Haïti, le risque sismique en Haïti. C'est autour de ça, nous allons battre bouche jeudi. Nous sommes ça qui est arrivé pays 12 janvier. C'est ton mardi. Et en ça, son autre mardi, et cap fait songer, tremblement de ça qui est secoué et pays 4h53. Et en pile fraction, nous avons quitté nous. Nous parlé de 200 000, on parle de 300 000 de toute manière, et même si bilan, il y a une discussion autour d'eux, même perdu en pile monde, vraiment pile famille, t'es crié jour 12 janvier, ça, mardi 12 janvier 2010, 11 l'année après, qui côté nous y est, est-ce que Haïti suffisamment tiré leçon de coquin chaîne et événement ça, qui ça allait à et je dis en Haïti, risque sismique là, c'est autour de ça qu'on va regarder. Et dans l'émission, je dis à mise au point 11 l'année après, avec une voix, bien avant 12 janvier, qu'on a parlé dans les médias pour expliquer les questions tremblement de terre, comportement pour nous gagner. Et après 12 janvier, tu pas un pile bourrade. Et 11 années après, son plaisir pour nous gagner, une fois encore sur le plateau ça, pour nous continuer à sensibiliser le pays sous Malais qui toujours été sous terre Haïti par rapport à tremblement de terre et l'autre catastrophe naturelle. Professeur géologue Claude Prepti, c'est avec lui. Nous prenons le bas de bouche. Il est directeur général, bureau mine, avec énergie. Ingénieur Prepti, merci un pile parce qu'avec nous, on fait encore ça. Bonjour et bonjour à toutes auditrices et auditeurs de TNH. Et merci encore pour l'invitation sur le rendez-vous traditionnel. Définitivement, chaque année, nous sommes là pour nous battre bouche sur le risque sismique en Haïti, pour nous qui avance, qui s'est fait dans le domaine. Parce que c'est une obligation pour nous parler de sujet, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, parce que c'est un pile erreur qui est faite. Donc, il est important pour nous parler de sujet. Aléa sismique, toujours méconnu dans le pays, professeur Prepti? Bon, c'est un long processus que lié, il n'est pas méconnu, même gens qui étaient méconnus avant 12 janvier 2010. Là, parce qu'en 11 ans, qu'on paquet avancé qui fait la connaissance sismicité locale. Là. Et souvent, parler de connaissance, ça, et en termes d'identification des sources sismiques. Par exemple, source sismique, c'est faille. Donc, il y a un pile d'études qui sont faites pour identifier faille, parce que nous connaissons bien que le 2 janvier, nous avons pensé que c'était faille presque du sud là qui était provoqué le tremblement de terre là. Mais après mesure répliquée, nous avons rendu compte que faille ça n'a pas grand chose pour louer avec le tremblement de terre là. C'était une faille qui était méconnue, qui aurait une faille aveugle, qui était située dans la zone de Léogane. Et nous avons tiré le leçon de ça, nous pensons qu'en dehors de failles majeures qui connues, et m'a rappelé nos failles majeures qui connues avant 2010, ces failles qui traversaient presque le sud là, ces failles septentrionales qui sont dans le nord et ces failles nord-espagnoles là. Donc ces failles ça que nous ne plus connaître. Mais nous nous rendons compte que nous pas d'autres failles que nous ne connaissons et qui sont aussi dangereuses que failles majeures. Donc il y a un effort qui est fait pendant 11 ans ça pour nous identifier certaines failles secondaires qui sont tout aussi dangereuses que failles majeures. Et accent est mis sur l'identification de failles. Et recherche permettent que nous identifier au sud de la plaine du cul-de-sac une série de failles qui bordent des massifs de la selle là, qui est aussi dangereuse que la faille de la presqu'île du Sud. Ensuite, il y a une cartographie multirisque qui était faite pour le département de la Grand'Anse par le PNUD et ses partenaires. Et études ça permettent que nous identifions un paquet d'autres failles dans presqu'île et Grand'Anse là, et que failles sont pas de connaître. Et non seulement failles ça nous avons tracé, mais nous connaissons qui potentiel sismique que nous gagnons tout. Et ensuite, actuellement, il y a un projet de cartographie multirisque qui a été exécuté pour le département du Nord-Ouest et la ville de Gomorne. Et le rapport aléa sismique là sorti qui montrait que en dehors de failles septentrionales et failles nord-espagnoles, il y a un paquet d'autres failles qui entouraient presque le nord-ouest là et que nous ne connaissons pas. Et que les failles ça ont un potentiel sismique qui est assez important et qui est capable de faire un tremblement de terre. Donc, c'est à peu près ça qui fait en termes de connaissance de la sismicité. Et nous sommes capables de dire que depuis quelques années, nous avons un observatoire de surveillance sismique. Donc, c'est une avancée extraordinaire que liée parce qu'avant 2010, pas d'observation qui était faite, pas d'appareil qui était installé sur le territoire pour qu'il était enregistré sur Coussio. Donc, depuis 2015, il a créé une unité technique de sismologie dans le bureau des mines. Et ça permet que nous sortions des bulletins et à chaque fois que nous secousse qui est ressenti
Et année 2021, nous sortis des bulletins mensuels de janvier à décembre 2020. Donc régulièrement, il y a un bulletin qui sorti et nous faisons sortir un bulletin annuel pour l'année 2020 qui donne information sur la sismicité locale. Là. Donc nous sommes capables de dire que l'aléa sismique là, est mieux connu. Nous pas dit que totalement connu parce qu'il y a des départements qui ne peuvent jamais toucher par identification de failles. Mais quand même, il y a des avancées extraordinaires qui font la connaissance et sismicité locale. Est-ce que ça veut dire nous remarquons qu'il y a plus de failles par rapport à ça nous pensé que tu gagné sur le pays? Ce n'est pas que nous remarquons qu'il y a plus de failles, parce que failles, nous ne pas connaître. Donc pour nous-mêmes, il n'y a pas existé. Donc c'est failles majeures seulement qui existaient. Donc nous mettons en évidence des failles qui étaient là déjà, que nous ne connaissons pas. Donc du fait que nous mettons en évidence, ça vient augmenter la sismicité locale là. Donc nous venons plus penser que Haïti est un pays à risque. Naturellement, ça prend temps pour nous montrer que failles que nous identifions, eh bien, ce sont des failles actives. Parce que toute faille pas active, toute faille pas accumuler l'énergie, toute faille pas capable de provoquer tremblement de terre. Et ça va dépendre de la longueur de faille. Donc, du fait que nous mettons faille en évidence, maintenant, il y a des études qui sont faites pour montrer le degré d'activité sismique faille pour nous sûr et certain que telle zone, il y a des failles que nous ne connaissons pas et que failles sont sous-sismiques et que sont capables de battre tremblement de terre. Pas oublier tout qu'au lendemain de 12 janvier, il y a un aléa sismique régional qui était fait, il y a un microzonage qui était fait, un paquet d'études qui fait tout, et il était basé sur des données qui partent en pile. Donc, par exemple, il y a des sismologues américains, Frankel, qui fait des études d'aléa sismique régional qui sont basées sur les données de Californie. Or, Californie, pas Haïti. Nous avons très peu de données qui existent en Haïti. Donc, comme il faut que tout est fait bagaille, il faut que tout ait des documents, il faut qu'il y ait des codes de construction. Donc, tout document ça a été basé sur de très faibles données. Nous avons plus de données, ce qui veut dire que tout document ça a été fait après 2010, bien, il a mérité actualiser. Parce que tout document ça, c'est des documents évolutifs. Il faut que la cartographie a évolué, il faut que nous tenions compte de nouvelles données. Et nouvelles données permettent que nous mieux apprécions cartographie, risque sismique, les zones à risque sismique en Haïti. Donc, cartographie à différents, je veux dire. Alors, nous connaissons des séismes majeurs dans le temps et regardez ça en termes de failles. Je veux dire, quantité d'énergie à pas accumuler. Est-ce que ça t'avait dit Haïti toujours au pays à haut risque sismique, professeur Petit? Bien sûr, Haïti a haut risque sismique et dans le passé, nous avons enregistré de gros tremblements de terre destructeurs de magnitude supérieure à 7 et même égale à 8. Et nous voyons que 3-4 tremblements de terre sont situés tout au long des failles majeures. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dire qu'il y a des failles majeures. Eh bien, observation que nous faisons pendant toute l'année et les années passées, après 2010, montrent nous que il y a des épicentres de petits secousses sismiques que nous avons enregistrés sur l'ensemble du territoire. Parce que l'épicentre n'est pas aligné seulement le long des failles majeures qui sont connues, mais l'épicentre est gaillé sur tout le territoire. Ça veut dire qu'il y a des sources sismiques partout. Donc, même le 12 janvier, faille Léogane était méconnue, eh bien, observation que nous faisons là montre que l'épicentre est situé un peu partout sur le territoire. Donc, il y a un paquet de failles méconnues que nous n'avons pas gagné. Donc, ça veut dire que le pays en général est à risque sismique. Donc, on a une carte qui montrait les zones à risque sismique, qui mettait en couleur marron côté que menace là était moyenne, et en rouge, menace là élevée. Bon, menace là était élevée pour la presqu'île du Sud, il était élevé pour le Grand Nord, et le reste pays était en marron. Mais observation que nous faisons montre que tout pays a une énergie qui a dissipé la dernière. Donc, est-ce qu'il y a des sources sismiques dans tout le pays? On a toujours dit que le plateau central est une zone qui est sûre. Eh bien, il y a des secousses que nous commençons à enregistrer. Ce qui veut dire que quand ça a mérité refaite, donc zone à risque sismique, pratiquement, il faut mettre tout Haïti en rouge, parce que ce sont pays qui est vraiment à risque sismique élevé un petit peu partout. Donc, naturellement, il y a des zones qui sont beaucoup plus élevées que l'autre, mais quand même, information ça est importante pour nous gagner, pour nous capables de prendre des mesures, pour nous faire des codes de construction et pour nous faire des préventions pour préparer la population à faire face à phénomène sismique. Son monde a dit son pays qui traversé par des failles de tous côtés, vous pensez le raison? Bon, disons pas Haïti seulement, disons l'île en général. Hein. Et Haïti et Saint-Domingue, d'ailleurs, le regard des cartes Saint-Domingue là, qui est plus plein là-dedans, Saint-Domingue est toujours présenté comme un pays à plus haut risque sismique que Haïti, parce que tu as une surveillance. Donc Haïti paraît comme un pays qui a moindre risque sismique. Donc, quand on a donné, on commence à tomber, nous commençons à faire un pile d'études sur Haïti.
nous voyons qu'il n'y a pas de différence entre Haïti et la République dominicaine. Donc l'île entière, son pays à risque sismique parce que nous situés sur la plaque Caraïbe, au même titre que la Jamaïque, au même titre que Porto Rico, au même titre que les petites Antilles. Donc plaque ça, l'a bougé et l'a affronté, en convergence avec la plaque nord-américaine. Et affrontement ça a provoqué des failles, des cassures, des sources sismiques. Et ces sources sismiques, ça a baillé tremblement de terre régulièrement. Vous avez dit tout à l'heure, département centre dans le temps, puis on quoi c'était zone qui t'apparaît plus safe par rapport à tremblement de terre, mais depuis quelque temps, il y a une secousse que nous enregistré. Est-ce que vous avez regardé ça qui fait ça? Bon, pour avoir faille, depuis qu'il y a un source sismique, ça veut dire qu'il y a des failles qui sont en activité, donc il y a une énergie qui a dissipé. Mais l'observation que nous faisons montre que pour l'année 2020, nous avons enregistré près de 499 secousses sismiques sur l'ensemble du territoire, presque 500. Et c'est des secousses légères à mineures, avec des magnitudes qui variaient entre 1 et 4,9. C'est des secousses qui pitient, qui ne sont pas capables de provoquer des dégâts. Mais l'information, c'est extrêmement importante parce que nous sommes capables de localiser qui côté que secousse a fait. Et nous voyons que nous répartis sur l'ensemble du territoire. Et secousse a varié d'un mois à un autre, parce que chaque mois, régulièrement, nous faisons bilan quantité de secousses qui fait pour moi. Par exemple, moi qui baille moins secousses, c'est mois janvier, qui fait 24 séismes sur 499. Et moi qui te baille plus secousses, c'était le mois d'avril qui baille 64. Donc, l'offre moyenne pondérée sur 12 mois, nous avons à peu près 41,58 tremblements de terre qui fait par mois en Haïti pour l'année 2020. Donc, c'est une information qui est extrêmement importante. Et nous analyser l'information, nous essayer de situer ce coup par rapport au département géographique d'Haïti. Nous avons 10 départements géographiques. Et nous avons regardé qui département qui te recevoir plus de secousses pour l'année. Alors, il y a 3 départements qui viennent en tête. C'est eux-mêmes, regardez les cartes là. Donc, un paquet épicentre qui est localisé dans la zone. Ou il y a le département du Nord-Ouest qui est en tête de liste, qui recevra pour l'année 2020 168 petits secousses sismiques sur 499, ce qui représente 37,7% des secousses enregistrées. Et en deuxième position, et ça c'est une surprise pour nous, c'est le département du Sud-Est, qui recevra près de 130 tremblements de terre. Et en troisième position, le département de l'Ouest. Donc nous continuons à analyser ça, et nous voyons qu'effectivement le centre, eh bien, il n'est pas recevoir un pile tremblement de terre pour l'année 2020, ce qui veut dire que l'activité sismique n'est pas aussi importante. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans la zone. Et le département qui recevra moins de tremblements de terre pour l'année, c'est la Grand'Anse. Donc, je pense que donner ça est très utile. Pas grand qui dit que l'année prochaine, tendance n'a pas changé. Un département qui n'a pas de un pile tremblement de terre, ça, eh bien, on est capable de voir que l'énergie vient dissiper beaucoup plus l'année prochaine. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut gagner une observation continue pour nous capable de faire une analyse très fine de sismicité locale là, pour nous capable de connaître qui gens que sismicité ça a développé en Haïti, pour nous capable de faire prévention. Parce que l'objectif là, ce n'est pas seulement faire observation, c'est gagner information, gagner données d'abord, à partir de stations sismiques, ensuite tirer des informations, et information ça, nous devons passer à l'autorité qui fait prévention, qui fait prévision, qui fait protection. Parce que l'objectif final, c'est de réduire la vulnérabilité de la population face au risque sismique. Pour que ça qui passe le 2 janvier, tout dégâts que nous avons enregistrés, nous ne pas enregistrer encore, pour que tout le monde ne pas mourir. Donc, il faut qu'on ait un plan national de risque sismique, mais plan ça, il faut qu'il y ait échafaudé sur des données, sur des informations, et information ça, c'est information scientifique, c'est information technique, ou des appareils. Donc, la science est extrêmement importante. Nous ne sommes pas capables d'improviser. Donc, si nous prenons des mesures long zone, il faut que nous prenions en connaissance de cause et que les mesures soient basées sur des données scientifiques. Parfait. Vous parlez de Sud-Est, vous dites ça a étonné nous. Pour qui ça, selon nous, et ça paraît étonnant que Sud-Est ait activité sismique dans le niveau ça pendant l'année 2020 qui se passe. C'est parce que sous sismique qui identifie dans le Sud-Est là, c'est la faille de la presqu'île du Sud, qui est située au nord du département du Sud-Est, dans la zone la boule 12. Donc Jacmel et ses localités très loin de faille ça. Et nous avons remarqué que y a un paquet épicentre qui est localisé autour de Jacmel et de ses localités et un nombre important de petits secousses que nous avons enregistrés dans la mer au sud du département du Sud-Est. Or, nous n'avons pas identifié sous sismique dans la zone. Ça veut dire qu'il y a des failles qui sont cachées dans la zone et que nous ne connaissons pas. Mais ça n'a pas étonné tout que parce que le 12 janvier 2010, Jacmel était très affecté. Bien que
et puis ce temps était localisé à 10 km de Gressier, il était assez loin, donc Jacmel était affecté. Donc, département sud-est là sont zones qui sont vraiment à risque. Donc, ça vient conforter l'idée nous que le département sud-est là, il faut que nous mettions accent sur les mêmes, parce qu'il y a pile de secousses que nous avons enregistrées au cours de l'année 2020, près de 130 secousses sur 499. Et on a parlé de 12 janvier 2010, professeur Prepsi, raison puis mon avancé et qui t'a fait tout dégâts enregistrés, c'est mode de construction nous, c'est gens et aménagement bien fait, nous construisons n'importe comment, nous pas tenu compte effet direct on Dieu sous bâtiment, 11 années après. Ça a changé dans le niveau ça. Bon, pas grand-chose changé, parce qu'une raison majeure qui fait que tu as tout dégâts ça en Haïti, c'est la façon que nous construisons, c'est mode de construction, c'est gens nous aménager spatiaux, la création des bidonvilles. Ensuite, il y a une mentalité population tout. Population, bon, pas respecter, bon, on méconnaissance de l'aléa sismique, et puis nous avons une mentalité côté que bon, c'est bon Dieu bon, c'est Christ capable. Et Haïti, eh bien, il y a les dieux tutélaires de la nation qui ont veillé sur lui, donc nous pas de tremblement de terre, donc ceci n'arrive qu'aux autres. Ça ne va jamais arriver nous. Donc, il y a un paquet de raisons qui étaient justifiées autant de dégâts, mais la raison fondamentale là, c'est la façon que nous avons construit, et la façon que nous avons aménagé l'espace là. On est capable de dire que depuis 2010, il y a quelques petites avancées qui sont faites en la matière, parce qu'avant 2010, pas de vraiment des codes de construction qui étaient abordés problème parasismique là. Donc en 2012, le ministère des Travaux publics avec le ministère de l'Intérieur sorti le CNBH 2012, qui est le Code national du bâtiment haïtien, donc qui fait état de toute construction, de tout type de construction, les grosses constructions, les constructions parasismiques, qui gens pour construire, qui gens que pour matériaux et qui gens que vous devez construire son sol qui est vraiment à risque. Donc, sont avancées extraordinaires. Ensuite, il y a des guides de réparation, parce que pas oublier que tu as un paquet de cailles qui étaient étiquetés vert, qui étaient en jaune, qui étaient en rouge. Donc, tu as une réparation que tu n'as pas faite. Donc, un guide de réparation qui est sorti pour te montrer le boss maçon, qui te montrer ingénieur, qui j'ai pu réparer une caille de manière parasismique. Et ensuite, il y a un document qui est sorti, qui était mode de construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée. Donc, toute nouvelle construction qu'on va faire, des petites constructions, mais qui j'ai pour faire pour que le bâtiment ça, eh bien, il résiste à ondes sismiques qui a sorti en bas sol là, qui a monté en surface et qui a mis caillou à terre. Donc, ce sont des avancées. Mais malheureusement, le Code national du bâtiment n'a pas de caractère obligatoire. Pas de loi qui dit que désormais, l'homme a construit, eh bien, voilà les normes à respecter, voilà les codes à suivre et obligé de suivre. Et si vous ne pas suivre, eh bien, il y a des sanctions à faire, à donner. Pas oublier qu'il y a des institutions qui sont là pour bailler permis de construire. Ce sont les mairies. Or, pendant 11 ans, bon, nous avons remis mairie et code national là, nous avons remis le microzonage sismique qui était fait dans la zone qui était affectée. Mais ce sont des documents qui étaient dans les tiroirs. Parce que le génie municipal n'est pas forcément renforcé. Il n'est pas renforcé, donc c'est une lacune que nous gagnons après 11 ans. Les mairies n'ont pas été renforcées, donc il n'y a pas de loi sur la construction. Donc, Mounio proposer plan à la mairie, mais son acte purement commercial, pas un suivi qui fait le respect plan que vous proposez. Donc, situation n'a pas vraiment changé, bien que documents existaient, bien que pas aucun prétexte qu'on y a pour mon mal construit. Donc, c'est obligé de bien construire parce que les codes de construction existent, le microzonage sismique existe. Donc, il y a certains bureaux d'études qui respectent les codes, il y a certains bureaux d'études qui font référence à microzonage, mais nous ne sommes pas capables de dire que ce bagage est général parce qu'il n'est pas obligatoire. Mais je veux dire, est-ce que nous avons toujours parlé de banalisation et de questions de tremblement de terre, la risque sismique en Haïti? Banalisation à un certain point, parce que avant 2010, tu as une banalisation totale. Parce que lorsque tu consulté la littérature de la communauté internationale, vous avez toujours dit que bon, le risque sismique en Haïti, ce n'est pas important parce que d'après le rapport qui était sorti dans les Nations Unies, qui te dit que si il y a un tremblement de terre en Haïti, il n'y a pas bien plus que 13 000 personnes qui sont capables d'affecter par le tremblement de terre. Donc, ce n'est pas une priorité pour nous assurer la sécurité Haïti en matière de risque sismique. Donc, le 12 janvier, ça prouvait le contraire. Donc, il y a une banalisation. Or, puisque la communauté internationale n'a pas investi dans la sécurité sismique, donc l'autorité haïtienne n'a pas vraiment jugé nécessaire pour investir eux-mêmes parce que
nous avons tendance, si le blanc a dit que nous ne sommes pas capables d'affecter par le risque sismique, donc ce n'est pas nécessaire pour nous vraiment entrer dans la sécurité sismique. Là. Donc nous avons banalisé l'affaire de risque sismique. Là. Maintenant, après 12 janvier, est-ce que nous banalisons? Bon, la communauté internationale a payé très fortement études sérieuses parce que le 12 janvier, nous voyons que l'hôtel Christopher, Minustat est décapité. Il y a plus que 100 agents Minustat qui étaient morts. Donc, il y a rendu compte que les rapports étaient basés sur de fausses informations, sur de mauvaises données, parce que pas de suffisamment de données en Haïti, pas d'activité de recherche scientifique. Donc, après 12 janvier, il a lancé une série d'activités sismiques qui ont prouvé effectivement que Haïti est un pays à risque sismique. Donc, au cours des 5 années qui ont suivi le tremblement de terre du 2 janvier, il y a un financement qui est fait, côté que le financer études, le plan Nord, donc il y a pile de documents qui sont sortis sur le Grand Nord d'Haïti, il y a une cartographie multirisque du département de la Grand'Anse, il y a une cartographie multirisque du département du Nord-Ouest, de la ville de Gomorne, des NIP, il y a une sorte de document qui est sorti pour montrer mondiaux aborder des problèmes et menaces naturelles, mais qui sont pour aborder eux. Donc, à travers le PNUD, à travers la communauté internationale, il y a un peu d'investissement qui est fait, qui voulait vraiment que nous banalisions événements naturels, ça au moins. Et l'État haïtien suive un petit peu. D'ailleurs, il y a un renforcement qui est fait au niveau de la protection civile, il y a un renforcement qui est fait au niveau du bureau des mines, dans le financement du réseau de surveillance sismique, donc il y a moins de banalisation. Mais malheureusement, nous nous rendons compte qu'avec le temps, plus l'année a passé, et 12 janvier a passé, donc la communauté internationale est intéressée moins à financer le risque sismique en Haïti. En Haïti, nous avons plus d'autres problèmes, donc nous avons moins de financement. Donc, nous avons tendance au retour à la banalisation. D'autant que données qui sont sorties pendant 5 ans après 12 janvier 2010, données ça, nous pas vraiment utilisées. Ils ont été dans les tiroirs. Donc, nous pas montré vraiment que données ça, que nous fait acquisition de eux-mêmes après 12 janvier, bien nous exploiter, nous avons tendance à avancer pour nous résoudre le problème de réduction de vulnérabilité. Nous n'avons pas tellement fait grand-chose avec eux. Donc, il y a moins de financement, donc presque un retour à la banalisation. Et c'est ça qui fait que le type d'émission que nous avons fait aujourd'hui, presque chaque 12 janvier, est très important. Parce que un petit monde qui a 12 ans aujourd'hui, à 13 ans, 11 ans, il n'a pas de vivre 12 janvier. Et nous avons privé une génération qui a privé, va poser la question sur 12 janvier, ah bon, on ne pas de comme ça. Et 12 janvier a sorti de mémoire de la population haïtienne. Même genre, le tremblement de terre qui était fait en 1751, en 1770, en 1842, était sorti complètement de la mémoire des Haïtiens. Donc, rivons-le, parlons au monde de 12 janvier en Haïti, ah bon, il va te connaître. Donc, c'est une obligation pour aînés, pour les gens qui étaient vivants 12 janvier, ont un devoir de mémoire pour nous faire genre d'émission sérieux, pour nous camber la population en haleine, pour nous dire que, attention, pas oublier, tu es 12 janvier, mais ça qui t'est passé. Et voilà les mesures de mitigation à prendre pour éviter les mêmes erreurs. Parce que si nous ne pas faire, si pas un devoir de mémoire sérieux, mais nous allons répéter dans le passé, dans le futur, les mêmes erreurs. Il y aura une prochaine fois. Bon, quels que soient les pays du monde, le tremblement de terre n'a pas jamais passé une seule fois. Pas oublier que c'est une énergie qui a accumulé dans la terre. Et côté que l'énergie ça a fini de dissiper, il y a un gros tremblement de terre, l'énergie a recommencé à accumuler encore, et ça va dépendre de la longueur de faille là. Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, ça dépend de période de récurrence là, même l'énergie ça va redissiper encore. Donc, le tremblement de terre là, depuis qu'il y a un tremblement de terre, il y a un côté, il y a toujours un tremblement de terre, même côté. Mais c'est une question de temps, de durée. Et ça fait que ça a sorti la mémoire collective. Là. On a parlé de cyclone, par exemple. Chaque année, nous avons une saison cyclonique. Donc, ça n'est pas capable de sortir la mémoire. Non, parce que chaque année, nous vivons. Chaque année, il y a des cyclones qui font sur l'océan Atlantique là, et ils ont une trajectoire qui suivent les Antilles. Donc, nous toujours fait face à phénomènes ça. Mais au tremblement de terre, il n'est pas fait chaque année. C'est nous-mêmes qui avons fait surveillance qui connaissent que la terre tremble chaque jour. Et il y a de petites secousses. Mais les grandes secousses qui peuvent provoquer des dégâts matériels et des pertes en vie humaine, nous ne pas gagner souvent. Nous avons une période de retour qui est très longue. Et période ça permet que la population l'oublie rapidement que dans le temps, tu as un tremblement de terre destructeur, donc tu as des mesures pour qu'il prend,
Et ces mesures, ça va permettre que nous ne pas répéter les mêmes erreurs et que nous ne pas prendre même quantité de dégâts et faire état de quantité de monde ça va mourir encore. Station sismique, combien aujourd'hui en Haïti? Bon, nous avons 7 stations sismiques large bande, situées à Jacmel, Léogane, Port-au-Prince, Hinche, et Cap-Haïtien, et Mol Saint-Nicolas, et puis Jérémy. Donc, c'est des stations qui ont des coûts extraordinaires. Fonctionnels. Pour gérer un réseau de surveillance sismique, il faut qu'un budget conséquent. Un budget que nous gagnons pas conséquent, parce que les stations sont en panne tout le temps. Et il faut payer bonne passante là pour gagner droit d'accès à satellite international pour recevoir information en temps réel. Parce que toute information c'est en temps réel. Depuis que nous avons tremblé quelque part, nous avons un centre de données dans le bureau des mines, nous avons surveillance 24 heures sur 24. Donc, nous avons regardé l'appareil à travers l'écran que vous gagnez. Donc, depuis que terre secoué, vous avez information. Donc, c'est fait calcul rapide pour calculer magnitude, profondeur, épicentre, et puis bas information. Mais ça a un coût. Personnel là, il faut qu'il forme régulièrement. Il faut que vous ayez Internet 24 sur 24. Il faut que vous ayez électricité 24 sur 24. Donc, tout bagage, ça va demander des coûts. Au budget, bureau des mines, pas en pile. Pas oublier que le réseau de surveillance que nous avons géré n'a pas de reconnaissance légale. C'est un circulaire du ministère des TPTC qui met des bagages sur pied. Or, le budget et bureau des mines, si vous n'avez pas une unité qui est légalement constituée, vous n'avez pas de corps pour les-mêmes. Donc, nous gérons entité ça à partir du budget global bureau des mines. Ça empêche la reconnaissance légale? Bon, il faut que une loi qui dit que qui crée une institution qui fait surveillance sismique. Or, en 2011, il y a un circulaire qui était émané de TPTC, de ministre TPTCA qui préside le conseil d'administration du bureau des mines, qui circulaire dit que, bon, il a créé une unité technique de sismologie dans le bureau des mines, mais il n'y a pas de force légale. Parce que le budget, alors présente le budget pour l'année, c'est le budget pour le bureau des mines. Or, finance lui-même le budget par direction. Or, direction, ça a une loi organique. Le bureau des mines a une loi organique. Or, la loi organique, là, pas de gain qui existait depuis 1986. Il n'y a pas de gain unité technique de sismologie. Donc, il va capable d'allouer un budget à unité ça parce que dans la loi organique, il n'a pas existé. Donc, il faut avoir une reconnaissance légale. Mais 11 années après, pour qu'il ça il pas exister. Il faut changer la loi organique du bureau des mines. Ça a empêché le fait. Bon. Ensuite, est-ce que surveillance sismique là obligé de rester dans le bureau des mines et d'énergie? Est-ce que vous êtes capable de créer une institution autonome, peut-être sous tutelle de l'université ou bien sous tutelle de l'autre institution, qui a donné justement à la surveillance sismique? Parce que le bureau des mines, c'est une institution de l'État, nous là pour nous prendre données. Or, la surveillance sismique, c'est quelque chose de scientifique. C'est un bagage qui n'est pas vraiment entré dans le cadre. Nous-mêmes, nous faisons, nous avons l'information, mais nous là pour exécuter les rapports qui sont sortis là-dedans. Donc, il faut que nous fassions une solution, parce qu'à travers tous les pays, il y a des instituts qui occupent de surveillance sismique. États-Unis, c'est USGS. C'est Geological Survey des États-Unis d'Amérique qui fait surveillance sismique. Donc, dans tout pays, il y a des laboratoires de recherche qui font surveillance sismique, qui dépendent des universités. Maintenant, le bureau des mines nous fait jusqu'à présent, nous avons l'information, mais nous avons souhaité qu'il y ait une entité légale, qui est fonctionnelle, qui a un propre budget par lui, avec les moyens qu'il faut, réparer les stations ou personnel scientifique adéquat pour faire la surveillance sismique nationale, parce que sans surveillance sismique, ça, nous ne sommes pas capables vraiment de contribuer à la réduction de la vulnérabilité, parce que c'est un facteur qui est extrêmement important. L'évaluation de la menace est important pour nous capables d'aller vers la réduction de la vulnérabilité. Je dis à l'habiter à Tremblay côté dans le pays, le bureau des mines a un moyen pour le capable de voir ça en temps réel? Nous avons un moyen parce que ce n'est pas seulement le réseau Palouan qui est là. Nous faisons référence à l'autre réseau. Par exemple, un projet qui est exécuté avec le professeur Eric Calais, qui a installé sur le territoire national là, des appareils qui n'ont pas des coûts extraordinaires, qui ont des Raspberry, qui de tous côtés, et le réseau ça qui est le Haïti Séisme, qui est en relation avec des universités étrangères, en relation avec le bureau des mines. Donc, c'est un projet qui est très utile, qui permet de détecter en temps réel tout ce qu'on gagne. Donc, il y a un réseau bureau des mines, il y a un réseau Haïti Séisme par les Raspberry Check, il y a un réseau dominicain qui est tout proche, parce que nous avons accès à eux même tout. Donc, il y a une série de réseaux régionaux, il y a un réseau national, donc nous consultons depuis que nous secousse, et puis il y a un USGS qui est là, qui a renseigné nous depuis que nous avons un tremblement de terre de magnitude supérieure à 4 ou bien 5 des Bailey. Donc, nous sommes capables de faire référence à lui-même.
Mais si magnitude là inférieure à 4, URGS pas bailler, c'est réseau locaux pour qui baille. Donc c'est ça qui fait que le réseau ça est extrêmement important. Donc heureusement, l'autre réseau vient suppléer à carence réseau national là que UTS gagne parce que nous avons des problèmes. Parfois, on vole les batteries, on vole les panneaux solaires et ça prend temps pour que vous remplacez eux et ça demande des cobs pour acheter eux et nous avons un budget qui est immédiat. L'on fait réquisition, ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois avant que vous gagnez eux. En attendant, le réseau a campé. Donc, ou pas d'information. Donc, vous obligez de rabattre sur l'autre réseau qui gagne, sur le réseau Haïti Séisme, sur le réseau Université Dominicaine. Donc, nous gagnons l'autre atout, nous faire appel à d'autres réseaux pour nous capables de compléter l'information pour que régulièrement nous sortions un bulletin mensuel pour nous capables d'informer la population de sismicité locale. Mais après 11 ans, est-ce que je dis Haïti fait de ça en priorité par rapport avec dispositifs de formation, moyens que nous mettons pour une institution comme le Bureau des mines et de l'énergie, par exemple? Bon, priorité, nous avons tellement de problèmes dans le pays d'Haïti. Priorité, ou bien une priorité, c'est que nous avons un problème qui est constant, qui arrive tout le temps. Nous sommes capables de dire que les cyclones sont priorité, puisque chaque année, il y a une saison cyclonique. Donc, nous déjà préparé, la protection civile a préparé là, pour la prochaine saison cyclonique. La saison cyclonique là, finit en novembre, là, donc on a préparé la prochaine saison. Or, leur poser une question, d'accord, priorité, c'est à quand le prochain séisme? Je suis capable de dire. Quand est-ce qu'on aura un séisme de magnitude 7 en Haïti? Je ne sais pas. Diriger, c'est prévoir, non? Maintenant, puisqu'on n'est pas capable de connaître, la science n'est pas en mesure de faire des prédictions précises ou faire des prévisions. Maintenant, prévision elle est basée sur des données scientifiques, des données techniques. On se dit que dans 10 ans, dans 20 ans, on est capable de gagner un tremblement de terre de magnitude 7. D'ailleurs, nous avons passé 11 ans après 12 janvier. C'est seulement en 2018 où tu as gagné une magnitude de 5,9 dans le département du Nord-Ouest, en 11 ans. Or, prends un politicien qui a un mandat de 5 ans, un sénateur ou député, ou maire, en 5 ans, il dit que bon, en 5 ans, je ne crois que je pourrais ou go tremblement de terre. Il y a l'autre priorité. Donc, s'il y a un budget, s'il a défini un budget pour le pays, il a défini en fonction des priorités actuelles. Si le dossier dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, bon, je ne vais pas là, quitter l'autre cap vini, Yawel. Donc, ce n'est pas priorité, PAM. Nous avons besoin de réélu. Donc, le budget qu'on va là, priorité, c'est pour ça qu'il a. Pour problème actuel, problème conjoncturel. Or, le risque sismique, c'est un problème structurel. Il faut que nous ayons une machine à deux vitesses. Conjoncturel, parce que le tremblement de terre est capable de faire à n'importe quel moment, il faut capable de faire face à lui-même. Mais le structurel, parce que c'est pour le long terme. Et pour faire un structurel, il faut qu'on investisse à long terme. Au réseau de surveillance sismique, il faut gagner des corps qu'il a en permanence. Il faut former le personnel, il faut gagner des plans de contingence pour que le magistrat qui l'a aujourd'hui, après 4 ans, après 5 ans, il parle encore, eh bien, au l'autre vini, eh bien, il y a une structure qui est dans la mairie qui permet de donner pour que la vie continue. Vous n'êtes pas obligé de recommencer à chaque fois que vous avez un élu qui nomme la zone. Donc, il faut qu'on structure la mairie pour qu'il fasse suivi donner ça. Ou qu'on plan de contingence, ou que les conseils départementaux de gestion des risques et des désastres, eh bien, si délégué à pas là, eh bien, structure là pour continuer avec suivi. Vous avez des conseils départementaux communaux de gestion des risques et des désastres qui présidés par les maires. Les maires, une fois que vous parlez encore l'autre qui vient, mais il y a des structures en mairie qui là pour qui fait suivi à long terme. Et structures ça faites pour doter de techniciens, de monde qui connaissent le sujet, et puis pour pas gagner des vides, pour pas gagner des lacunes. Et ça demande un investissement à long terme. Il faut mettre comme, il faut mettre budget pour capable faire suivi ça à long terme. Et non pas à court terme, ce n'est pas des bagailles conjoncturelles que vous avez. Quid du plan séisme Nord, professeur Petit? Le plan séisme Nord a été exécuté par le PNUD et ses partenaires, qui finit, après 6 ans d'études, un paquet d'études qui sortent, un paquet de données qui sortent sur le nord d'Haïti, qui montrent que le nord, effectivement, est un pays à risque sismique. Il y a un microzonage qui fait, il y a une évaluation bâtiment qui montre que le bâtiment est très mal au point. Donc, les documents ont été remis aux autorités qui étaient quand même commandité l'étude-là, autorités du ministère de l'Intérieur. L'étude a été remise également aux mairies concernées, parce que là, nous parlons de Grand Nord, il s'agit des départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est. Et l'étude a été faite pour les communes de ces 3 départements, à savoir
la commune de Port-de-Paix, de Saint-Louis du Nord, de Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de Ouanamet. Donc, nous avons tonne d'informations qui existaient sous zone ça pour nous faire prévision, pour nous faire prévention, pour nous faire préparation, parce que nous en attendons justement au groupe parlementaire. Les études ont été réalisées. Ils remettent, il y a un comité de prépositionnement qui était mis sur pied par le gouvernement et Moïse. Donc, le travail a fait, nous avons un rapport, nous faisons des présentations au Conseil des ministres, mais jusqu'à présent, pas aucune action qui est faite parce que nous ne sommes pas capables de dire exactement qui là que le Nord a tremblé. Parce que tu as des dispositions que tu reprends pour passer maintenant des bâtiments, surtout bâtiments publics. Dans les bâtiments publics, parce qu'en pile l'école qui était tombée le 12 janvier, en pile l'école qui est évaluée dans le Nord, en pile l'université, en pile l'hôpital, en pile l'infrastructure, en pile route, par exemple, l'aéroport du Cap-Haïtien, le port du Cap-Haïtien, toute infrastructure, ça a tout un problème. Donc, il faut pas passer main sur eux. Or, c'est de gros investissements. Or, actuellement, le problème économique que nous avons traversé, la COVID-19, investissement, est-ce qu'on peut investir dans le domaine ça pour parer éventuellement à un secours sismique qui est capable d'arriver dans 10 ans, dans 20 ans? Il y a l'autre priorité. Mais comme j'en suis dit là, gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas parce que le capable de faire peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nous ne savons pas qui l'a fait pour nous ignorer totalement que, pas faire rien du tout, parce que le capable de faire à n'importe quel moment. Et là, ça, même j'ai fait 12 janvier, là, ça, on a dit que c'est nous-mêmes qui ne faisons rien. C'est ça. Donc, il faut quand même faire quelque chose, un minimum pour qu'ils investissent, pour assurer la protection de la population, pour assurer la protection de l'existant. Là, pour un citadelle de la Ferrière, qui ont un bâtiment extraordinaire. Donc, en 1842, eh bien, tu as un parti qui était détruit là-dedans. Or, si le même séisme venait à se répéter dans le Nord, eh bien, la citadelle de la Ferrière serait affectée encore. Donc, quelle disposition qui prend pour que nous protéger le bâtiment ça? Pas grand-chose. Donc, il faut que nous allions dans la machine à deux vitesses. Il faut nous penser au conjoncturel et au structurel. Il faut qu'on ait un budget qui est alloué au conjoncturel pour aborder les priorités de l'heure, qui est indispensable. Mais il faut ne pas oublier tout que nous devons penser à un développement durable. Le développement durable, là, c'est le développement pour le futur. Il faut quitter un pays qui est sécure pour les générations à venir. Ce n'est pas seulement la conjoncture, que le présent, c'est aborder des problèmes, mais le futur, tout, gérer ses prévoirs. Il faut que nous quittions un pays sécuritaire pour les générations à venir. Tu as un ensemble de panneaux que tu mets dans le Nord, surtout un risque tsunami. Et si tu as gagné un tremblement de terre, parce que l'épicentre, c'est dans la mer capable. Et puis, on a cherché panneaux, ça, je veux dire, pas vrai, non? Effectivement, dans le Nord, non seulement un tremblement de terre qui est peut-être assez fort. Magnitude combien comme ça? Jusqu'à 8. Ah bon? 8 mais probablement 15 minutes après le tremblement de terre, ça, pour être capable de des vagues en mer de 4 mètres, de 5 mètres de hauteur, capable de déferler sur le Grand Nord, c'est ce qu'on appelle un tsunami. Donc, il y a une possibilité pour qu'il y ait deux phénomènes dans le Nord, c'est le séisme et le tsunami. Donc, il y a un pile d'études qui étaient faites pour informer la population de phénomène tsunami. Il y a des cartes d'évacuation qui étaient faites, il y a des cartes de modélisation qui montraient jusqu'à côté si il y a un tsunami, jusqu'à côté que vague la mer est capable d'arriver, et qui sont capable de protéger la population qui est capable d'inonder par le tsunami, et qui sont capables de mettre des bâtiments en dehors des zones inondées pour protéger la population. Et justement, tu as des panneaux indicateurs qui te disent, si il y a un tsunami, si il y a un tremblement de terre, mais route pour faire et mes côtés pour arrêter. Panneaux ça a été placé. Nous faisons des exercices de simulation avec le PNUD, avec la protection civile, côté que l'école a participé à l'exercice ça. Donc nous faisons 2 ou 3, qui n'est pas suffisant. Il faut faire une chaque année pour que la population élève l'école, il y ait une culture du risque. Parce que l'on fait l'année, c'est une année qui est bénéficielle. Mais chaque année qui passe, eh bien, l'année qui venir, il n'y a pas bénéficié de l'exercice de simulation ça. Or, l'exercice ça coûte un pile cob. Ça mobilise un pile ressources humaines, un pile ressources financières. Nous n'avons pas de moyens pour le faire. Donc, panneaux ça que nous mettons dans le Grand Nord, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, eh bien, soit le connaît, ou presque pas encore. Parce que je volais. Donc, un gros problème d'éducation, de formation. Ce n'est pas seulement aborder des problèmes sismiques là, c'est aspect scientifique là, mais le problème de l'éducation de la population, le problème de la formation, le problème de la sensibilisation sont paquets que liés.
il faut que nous intégrions la réduction de vulnérabilité. Parce que si nous pas fait sensibilisation, si nous pas dit mon panneau ça qu'on met là, à qui ça que servi, bien panneau ça va disparaître. Ils prennent, il y a la caillou avec eux, par contre c'est avec eux, c'est un toll ils prennent, ils fait l'autre travail avec eux. Mais il faut que la population connaisse que ce bagage qui est utile, que bagage utile communautaire. Donc la sensibilisation, la formation, l'éducation, est important à côté de l'éducation de la menace sismique. Et non seulement il faut faire ça, il faut investir également dans la préparation, les plans de contingence. Parce qu'il y a toujours des dégâts, il y a toujours des gens qui mourent. Parce que bagage zéro n'a pas existé, dégâts zéro n'a pas existé, il y a toujours gagné. Donc après un secours sismique, il y a des secours pour protéger, pour protéger. Donc il y a une organisation de réponse là. Or, nous n'avons pas déjà préparé en ce sens. Quand la protection civile commence à préparer, il a amélioré la capacité de réponse. Il faut que nous ne attendons que après un gros secours sismique, que ces communautés internationales-là prennent temps pour mobiliser ce secours pour arriver en Haïti. On l'a arrivé en Haïti 3 jours, 4 jours après. Or, 3 jours, 4 jours, ça nous n'avons pas de décombres. Or, il faut que nous soyons capables d'intervenir nous-mêmes quelques secondes après le secours sismique. Donc, il faut avoir des plans de contingence. Il faut que l'institution qui a dans le département, nous avons un rôle, nous avons un budget. Il faut que la mairie lui-même ait des exercices qui fait, nous connaissons exactement qui peut agir. Tout le monde connaît qui ça peut faire face à l'autorité parlementaire pour que vous exécutez exactement ça qui est dans le plan de contingence. D'où l'importance des exercices de simulation pour nous exercer, pour nous qui sont capables d'appliquer le plan ça. Donc, s'il y a des lacunes, pour nous corriger, ce n'est pas le bal à exister, ou pour improviser pour qu'on ait exactement ça pour faire. Faut tout le monde connaît exactement qui ça peut faire. Il faut moyens toujours disponibles, moyens, médicaments, hélicoptères, tout le bagage toujours disponible pour qu'à n'importe quel moment, nous intervenons pour que nous sauvions les compatriotes. C'est ça, il y aurait un pays résilient, un pays qui est préparé, nous prêts. L'un dit c'est paré pour nous parer. Est-ce que si complémentaire qu'on est là, quelques secondes, 15 minutes après, eh bien, institutions capables d'intervenir pour sauver la population. Est-ce que nous parons? Donc, vous parlez de plan de contingence, qui dit protection civile, mais un plan de prévention tout? Bon, plan de contingence là, il existe au niveau du département. Mais nous pensons que gestion risque de désastre en matière de menaces naturelles, il faut qu'il descende au niveau de la commune. Donc, il faut qu'il y ait des plans de prévention au niveau des communes. Nous avons plus que 570 communes. Donc, on pense que chaque commune doit être dotée d'un plan de prévention. Et ce n'est pas seulement en matière de risque sismique. Parce que nous avons 7 menaces naturelles qui sont capables d'affecter le pays. Nous avons cyclone, nous avons inondation, nous avons érosion, sédimentation, nous avons tremblement de terre, nous avons tsunami, nous avons inondation, nous avons sécheresse, ensuite nous avons changement climatique. Donc, toute bagage ça doit faire l'objet d'un plan de prévention au niveau des communes. Il y a des communes qui sont capables d'affecter par certaines menaces, il y a l'autre, ce n'est pas toutes menaces, mais il faut que la population connaisse qu'il y a tel type de menace qui est capable d'affecter telle commune, et pour tel type de menace, nous avons un plan de prévention qui est géré par la mairie. Et il faut que la population au courant de plan de prévention. Il faut qu'il y ait des exercices de simulation pour qu'on soit capable de faire face à menaces naturelles dans la commune. Il y a un cadre de microzonage qui est disponible, et d'ailleurs, on fait émission sur lui. Ingénieur préptique, solio, côté nous construit, mais qualité de construction qu'on fait en fonction de solio. L'on regarde les réalités nous là 11 années après, est-ce que vous avez tenu compte de ça dans gens construit je dis en Haïti? Bon, on fait un rappel pour le microzonage là, parce que le 12 janvier, on a constaté que l'épicentre tremblement de terre était dans la zone Gressier, à 10 km de Gressier. Au Port-au-Prince, c'était à 25 km de l'épicentre là. Généralement, au fur et à mesure que vous éloignez de l'épicentre là, des dégâts sont moindres. Or, nous avons que des dégâts extrêmement importants dans le centre-ville de Port-au-Prince. C'est ça qui est passé. Il y a des quartiers, par exemple, Caillou Campé, et puis le quartier qui est à côté, nous avons que Caillou Tombé. Donc, nous avons posé des questions, ça qui est passé. Et ça fait qu'avant que nous te parlions de reconstruction, on a dit qu'il faut essayer de comprendre ce qui est passé. Et le microzonage là vient révéler exactement ce qui est passé parce que nous avons un problème de sol. Tout sol n'a pas réagi même gens face à un sismique. Là où on construit sur le rocher, sur roche, bien, on sismique là passe rapidement par arrêter. Mais là on construit une zone qui a un sol qui mou, comme argile, sable et marne. Et bien là on sismique là arrive dans le type de sol ça yo, dans sédiment ça yo, bien il ralentit, il passe plus de temps. Donc caillou peut le secouer plus, donc il y a une possibilité pour que caillou ça retombe. Donc
te pose un problème d'effet de site géologique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. À savoir que onde sismique qui sortit dans la zone Grécy-Léogane le 2 janvier, l'arrivée dans le bassin de Port-au-Prince, là, il y a une série de sols mous, eh bien, il y a le chita dans le sol, ça, il y a brassé le sol là, et puisque la construction n'a pas faite sur des normes parasismiques, il y a plus de construction qui était tombée, et ça fait que tu mettais étiquette jaune ou bien rouge sur eux-mêmes. Donc, microzonage là, étudier le type de sol qui était dans la zone Port-au-Prince. Il dit, monde qui parle construire, mais type de sol qu'on gagne, mais qui gens pour construire, sous sol ça, est capable de construire un bâtiment de 5 étages, 6 étages, ou bien un seul étage, même problème que le gagne. Donc, il y a des courbes, des spectres de réponse pour qui permettent de dimensionner le bâtiment qu'on va faire. Étude ça existait. Mais il existait seulement sur 80 km² de la région métropolitaine de Port-au-Prince. On partit dans la commune Port-au-Prince, on partit dans la commune Pétionville, commune de Delma, Cité Soleil et Tabar. Carrefour pas dedans. Carrefour, il arrive jusqu'à Martissan. C'est qu'on y a, avec le laboratoire national et l'autre partenaire, on a fait étude microzonage sur un financement local de l'autre commune. Donc, on a fait pour Martissan, Bizoton, etc., jusqu'à Carrefour. Même penser que son bagage qui est fait sur l'ensemble du territoire national. Parce que tout territoire a des sols qui sont capables d'affecter négativement par des tremblements de terre. Et dans le cadre justement d'un plan séisme nord, bien, microzonage a été fait pour le Grand Nord d'Haïti. Et les résultats existent. Malheureusement, faute de moyens, faute de financement, c'est seulement 200 km² que nous couvrons sur l'ensemble du territoire en termes de microzonage sismique. 11 ans après. Oui, 11 ans après. Or, 200 km² sur 27 750 km² représentez 0,7% du territoire national. Il reste payé. Donc, il faut avoir des moyens suffisants. Il faut avoir une priorité pour que nous continuions à faire le microzonage là, nous étendons. Bon, on va dire à 27 750 km², mais les villes les plus à risque étaient méritées une étude de microzonage pour que le monde a construit, eh bien, les bureaux d'études, les constructeurs, ils ont un document ça à la main pour connaître sur quel type de sol qu'ils ont construit et que le sol ça, eh bien, il n'est pas capable de supporter n'importe quel type de construction. Et malgré le disponible, hein, et qui ça nous fait? Et malgré que le disponible, hein, nous remettons à l'autorité, nous remettons à la mairie, nous disons prends disposition qu'on y a l'homme demandé un permis de construire pour tenir compte de CNBH, Code national là, et microzonage là, malgré tout, ils ne pas tenir compte de eux-mêmes. Est-ce que son problème de ressources humaines, est-ce que les compétences qu'il a en mairie, eh bien, il n'est pas capable vraiment aborder les problèmes qu'il a en microzonage, nous ne pas connaissons, mais 3 cas études de microzonage qui fait que l'État haïtien dépensé un pile cob pour faire, bien, études ça étaient dans les tiroirs. Ils posté sur le site TPTC, sur le site laboratoire national, sur le site bureau des mines et des énergies. Il y a des bureaux d'études, il y a des ingénieurs qui sont compétents, qui tiennent compte de eux-mêmes. Mais malheureusement, elle n'est pas générale. Et elle était faite, l'objectif pour généraliser la construction, pour que désormais, quel que soit le monde qui a construit dans la zone que microzonage il fait étude là, il faut tenir compte de recommandations pour que le bâtiment soit parasismique. Et là, je dis, et malheureusement, dans le génie municipal, il y a plein par rapport à la qualité de monde qui a dedans, aux ressources qui sont disponibles. C'est des gens qui ne sont pas forcément liés à la question génie et permis de construire en fonction de l'argent que vous avez. Je pense qu'il faut renforcer, il faut que renforcer en capacité aux ressources humaines, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent les constructions parasismiques. Parce que quel que soit le pays et côté où en Haïti, et toute construction qu'on va faire, il faut que il y ait une composante parasismique. On va bien composante parasismique dans le même genre, si tu as fait le Port-au-Prince ou dans le nord par rapport à plateau central, mais il faut que chaque degré de composantes parasismiques en Haïti, parce que c'est un pays qui est vraiment à risque. Mais pour appliquer composantes ça, il faut que y ait des gens qui sont compétents pour qu'ils fassent. Il faut que mairie qui a permis de construire là, il analyse les plans, il faut que soutenu compte de recommandations microzonage là et code national du bâtiment, le plan qu'on va faire. Et ce n'est pas seulement garder le plan, leur faire venir, puis on permet de construire, il faut que y ait une vérification qui est faite à tous les niveaux. Parce qu'on doit payer plan pour faire plan. Pour faire construction, on ne pas respecter ça qui est dans le plan. Il faut qu'il y ait des vérifications qui sont faites par la mairie, mais par des ingénieurs compétents pour vérifier qu'à chaque fois que vous arrivez à une étape, il y a que est bien exécuté, puis il y a une autorisation pour continuer avec l'autre étape là encore, jusqu'à ce que le bâtiment finisse. Et c'est à ce prix seulement que nous aurons un pays sécuritaire,
côté que a de très bonnes constructions et que les gens qui vivent dans un bâtiment, ce n'est pas des tombes qui ont construit, eh bien, ils sont capables de vivre, ils sont capables de dormir en toute sécurité dans le bâtiment, parce que le bâtiment répond à des normes de sécurité, à des normes parasismiques. Ou toujours Kembe, professeur Pepsi, 12 janvier, ce n'est pas tremblement de terre qui est fini avec nous, c'est construction nous. Bon, définitivement, parce que le tremblement de terre, on dans sautant en terre, dans le foyer, il monte en surface, il affecte le bâtiment. Or, si le bâtiment est tombé, c'est pas. Bon, on dedans, il y a un wall pali, mais si le bâtiment est tombé, c'est parce que le bâtiment est mal construit. Parce que si on prend un bâtiment qui est bien construit d'après les normes parasismiques, il y a un maximum de sécurité, la structure doit affecter, mais il ne peut pas effondrer. Et sur un bâtiment, il ne peut pas effondrer sur vous. Donc, ce ne sont pas les zones sismiques qui avaient tué les gens le 12 janvier, ce sont les bâtiments qui étaient mal construits. C'est un mauvais aménagement du territoire. Eh bien, il y a des bidonvilles qui tombaient, ils construisent sur des pentes, ils construisent côté que pas de construire. Et les constructions, ce sont des constructions de fortune. Ils ne pas respecter aucune norme, pas même les normes conventionnelles. On ne va pas parler de normes parasismiques. En principe, les normes conventionnelles devaient être respectées. Et soit vivre dans un pays à risque sismique, ils viennent ajouter à normes conventionnelles des normes parasismiques. Or, il y a un pile bâtiment qui était étiqueté vert le 12 janvier. Ce n'est pas que c'est des bâtiments qui étaient appliqués des normes parasismiques, tout simplement appliqués des normes conventionnelles. Ils étaient bien construits, ingénieurs étaient bien travaillés, matériaux étaient bien choisis, ils étaient bien calculés, bâtiments. Mais il nous faut plus en Haïti. Il faut non seulement appliquer les normes conventionnelles, mais il faut renforcer par les normes parasismiques, parce que le tremblement de terre, onde sismique là, il provoquait des ondes des contraintes de compression et de dilatation qui permettent que le bâtiment pompe dans un ballon. Ensuite, il balance à droite et à gauche. Ce sont des zones de cisaillement. Ensuite, il tord. Ce sont des zones de torsion. Donc, trois genres de contraintes, ils peuvent agir sur le bâtiment et qui peuvent contribuer à effondrer le bâtiment. Donc, il faut que nous intégrions dans le calcul que les normes conventionnelles ne suffisent pas. Oui, là, il y a une question d'investissement parce que quand il y a des gens qui reconstruisent caillou pour continuer, et Dieu seul sait qui ça s'est demandé en termes de debout pour faire caille, je dis, en Haïti. Et là, maintenant, qu'on ne pas prendre toutes mesures nécessaires, bien tout ça, et code de la demandé, et il faut pas pour arrêter, quoi. C'est vrai que si vous appliquez les normes parasismiques en plus des normes conventionnelles, ça va augmenter les coûts de construction. Mais si vous tenez compte de plans d'abord, de l'architecture, de tout calcul, ou intégrer tout, bon, coût va augmenter de petit pourcentage tout petit. Donc, il vaut mieux que le monde dépense beaucoup plus, un petit pourcentage en plus dans la construction, au moins vivre en sécurité avec la famille ou dans le cas, que si vous construisez une tombe, puis vous dit, boss maçon, bon, fait n'importe quoi, je vais construire 2 pièces pour moi, et puis boss maçon construit 2 pièces de manière quelconque, et puis on goûte dans le terre, puis 2 pièces à craser sur. Donc, il vaut mieux que nous investissions dans de très bonnes constructions. Les matériaux de construction, regardez l'aspect ça tout? Bien sûr. Bien sûr, bon, nous-mêmes, dans le bureau des mines, nous sommes là pour une autorisation de permis d'exploitation de matériaux. Il y a un laboratoire national qui est là pour veiller à la qualité des matériaux. Donc là encore, nous pensons qu'il y a un effort qui est fait pour qu'il y ait plus de contrôle qui est fait sur les matériaux qu'on utilise. En dehors des granulats qui sont des matériaux locaux, bon, il y a des granulats de montagne qui calcaire, il y a des granulats de rivière. Et nous rendons compte que les granulats de montagne, eh bien, ils ne peuvent pas répondre à normes. Donc, soit construit parasismique en de très bonnes conditions, vaut mieux que ces sables de rivière, qui est beaucoup plus résistant que vous utilisez. Maintenant, les aciers, les ciments, c'est des matériaux qui sont à l'étranger. Est-ce qu'on contrôle vraiment de matériaux ça au cap entrer? Là, on prend un acier, par exemple, diamètre là, est-ce que le diamètre là correct? Là, on dit 1 tonne d'acier. Est-ce que son tonne que effectivement? Donc, c'est l'institution nationale pour qu'ils veillent matériaux qui entrent en Haïti pour vérifier, pour contrôler est-ce qu'ils respectent les normes avant qu'ils livrent à la vente. Donc, nous achetons n'importe quoi, il y a la contrebande, nous utilisons n'importe quel type d'acier, n'importe quel type de ciment. Et ça, c'est un facteur aggravant pour destruction du bâtiment. Parce que construction parasismique n'a pas dit seulement application des normes de construction, mais il est entré dans l'architecture, dans le calcul, mais également dans les matériaux qui sont utilisés et dans le terrain qui sera utilisé pour la construction. Parce qu'on doit faire un caille ou respecter toutes normes, mais côté que le bâtiment situé, eh bien, risque de très grand
parce que le bâtiment construit sur terrain en pente, ou bien encore sur terrain qui est liquéfiable, ou bien encore sur terrain qui est capable d'amplifier les ondes sismiques, ou bien encore en altitude où il y a des effets de site topographique. Donc, il y a une série d'aléas qui fonctionnent de sites, de zones côté qu'on peut construire. Et c'est rôle mairie pour qu'il dise client, attention, on va le construire là, mais tel problème qui est posé, est-ce que vous tenez compte de ça, la construction, pour que le bâtiment ça pas effondré, donc au phénomène sismique. Il y a après 12 janvier qui croit solution, bon, pour fan bien entendu, passer par construction légère. Il y a des gens qui ont horreur de construction en hauteur. Par rapport à des données qui sont disponibles, quoi, les gens ont raison pour ce petit. Bon, il y a des zones où on est obligé de construire léger. Mais au pays tel qu'au Japon, tel qu'au Californie, il y a des buildings qui sont faits de combien d'étages. Au Japon, un pays à risque sismique qui est situé dans le 4 plaques tectoniques, côté que au tremblement de terre de magnitude jusqu'à 9. Et pourtant, ce n'est pas construction légère qui résout le problème. Là. Non, ce n'est pas béton tout qui est le problème. Là. Le 12 janvier, vous avez des gens qui disent qu'il ne peut pas construire en béton encore. Il ne peut pas dormir en bas dans le béton. Comme si c'est béton qui est la cause que le bâtiment est effondré. Non. Béton, c'est un des meilleurs matériaux qu'on est capable d'utiliser pour faire construction. Donc, ce n'est pas une question de matériaux, ce n'est pas une question de construction légère, construction lourde. C'est dosage. C'est une question, non seulement dosage, c'est une question d'application des normes. Tenu compte que le bâtiment peut secouer par rapport à tremblement de terre, ensuite prendre les dispositions qu'il faut pour que le bâtiment résiste à contrainte ça. Maintenant, on est capable de faire le bâtiment ça avec n'importe quel matériau. On est capable de faire en bois, on est capable de faire en fer, on est capable de faire en béton, on est capable de faire en verre, mais pourvu que les normes parasismiques soient respectées. Donc, ce n'est pas une question de matériaux, ce n'est pas une question de construire légère. Maintenant, construire légère, on va dire qu'on parle de construire en bois. Oui, il faut que toiture faite en tôle. Mais pas oublier que tu as une époque, c'est en bois qu'on construit en Haïti, et du feu qu'on a ravagé tout le quartier. Et c'est depuis 1950, ils viennent implanter cimenterie et ciment d'Haïti à Port-au-Prince, et puis mœurs nous viennent changer, nous viennent construire en béton parce que tu as trop du feu que tu comprends. Maintenant, nous mal construit avec béton, donc il faut que nous révisions la façon que nous avons construit avec béton pour que le bâtiment résiste mieux à tout le monde là. Mais retourner à la structure légère, et ça fait que vous avez des structures qui sont les gingerbread, époque occupation américaine, parce que vous voyez que Haïti est un pays à risque sismique. Est-ce qu'on a depuis qu'il que nous avons étudié le problème en Haïti, le problème tremblement de terre? Sous l'occupation américaine, vous avez tenu compte de l'ancien tremblement de terre qui est passé. Et vous voyez que Haïti est un pays à risque sismique. Et vous venez avec des constructions légères comme les gingerbread. Effectivement, le 12 janvier, par exemple, le gingerbread qui est tombé. Donc, ça veut dire que le type de construction ça a été adapté à ce phénomène sismique-là. Donc, il y a une réflexion pour qu'il fait pour nous quel type de construction qui est adapté à type de sol que nous gagnons et à la sismicité locale là, pour que nous ayons une construction vraiment qui est digne de Haïti, qui est originale, mais qui tient compte de tout aspect phénomène sismique. Je veux dire, on peut rebalancer avec le cité administratif Port-au-Prince, toutes données tenues compte pour empêcher la cité à trembler, pour pas un sac arrivé en 12 janvier 2010 pour le bâtiment d'État qui est tombé. Bon, nous avons fait une visite, le avons fait fondation bâtiment Sayo, et moi que, bon, tout en bas de la ville là, ce n'est pas des fondations superficielles que vous choisi, c'est des fondations profondes, c'est des pieux que vous battent, mais moi que c'est des bâtiments de 5-6 étages que vous faites, sous des sols qui sont très mous, et d'après le monde qui a construit, ils disent qu'ils ont appliqué les normes internationales en parasismique. Or, parallèlement, que le bâtiment ça a fait, il a fait étude de microzonage. Ce qui veut dire que le bâtiment ça n'a pas vraiment référé à l'étude de microzonage. Il référé à des normes internationales. Or, d'expérience, on voit que l'on applique des normes internationales, eh bien, il y a des précautions qu'on prend de manière générale, mais il y a des spécificités locales qu'on gagne, obligé de tenir compte de eux-mêmes. Et là, on va tenir compte d'eux, on dit. Bon, je ne sais pas. Il faut interroger les gens qui ont construit les bâtiments ça. Mais quand même, moi que la façon que vous construisez là, il était en pile précaution, il y a des normes qui étaient utilisées, des normes conventionnelles et des normes parasismiques. Et le type de fondation qui ont été utilisées, c'est des fondations correctes. Donc, on a espéré que l'an prochain tremblement de terre, le bâtiment ça, eh bien, il a été intact. Non, peut-être pour parler national là, moi, j'ai en pile précaution, je dis qu'à prendre. Bon, parler national pour construire. Mais c'est sûr et certain que dans le cahier de charge là, je fais partie du comité. Donc, il a accordé une grande importance à
aspect parasismique là, parce que toute parle nationale que vous construit, mais tout détruit par le tremblement de terre. Donc, on a espéré que le prochain gros tremblement de terre qui vient en Haïti, même si c'est dans 50 ans, dans 100 ans, le parler national là, ne va pas tomber. Parce que nous avons construit un palais moderne qui tenait compte de priorités actuelles, mais qui résistait à type de sol côté que la pierre, ce champ de masse là, parce que ce sol là n'a pas fait trop bon. Mais quand même, les normes conventionnelles et les normes parasismiques peuvent l'appliquer pour que le bâtiment ne pas effondrer. Et je suis sûr et certain que UCLBP tenu compte de phénomène ça, la nouvelle construction par les nationales. Mais c'est tout seul parce qu'en bas la ville, là, l'opération champ de masse, Bel-Air, Monsieur Guillaume, quand pile de questions posées sur qualité sol, ça, et qui m'a dit un pile effort pour construire sur lui. Bon, le regardez la centre-ville là, partie bicentenaire, et bien, son zone de remblai que lié, c'est des sédiments. Et au fur et à mesure qu'on va monter, tout en bas de la ville, là, pas bon du tout. L'arrivée d'Elma, est mieux. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone Pétionville, et bien, là, on voit un rocher. Donc, le rocher affleure au niveau de Mont-Calvaire, au niveau de Pétionville. Pas de problème. Mais au fur et à mesure qu'on va descendre vers le centre-ville, et bien, qualité sol là, l'a réduit. Il faut tenir compte justement de ça dans la construction. 11 ans après, nous avons un Canaran, je dis. Et c'est 12 janvier 2010 qui est un Canaran. Il y a des gens qui croient que c'est peut-être les gens qui dirigent qui ne prennent pas les dispositions que ça demandait pour que vous empêchiez de aller au Canaran. J'ai allé là. Bon, pour moi-même, personnellement, il y a un cauchemar de 2010, c'est l'accouchement de Canaran. Parce que l'organe de Port-au-Prince, qu'on a fondé de penser à extension Port-au-Prince. L'organe des populations qui vivent à Port-au-Prince, époque tremblement de terre, il y a 3 millions d'habitants, qu'on a 4 millions. Donc Port-au-Prince n'est pas capable de prendre encore, à moins qu'on construise en hauteur. On construit en hauteur, son sol qui n'est pas bon, est très problématique. Donc, il faut que nous prévoyons extension. Vers la mer, ce n'est pas possible. Vers le sud-est, dans la zone fort parisien. Vers le sud, qu'on a c'est Carrefour, c'est Gressier, Léogane, et nous, à extension ça. Maintenant, vers le nord, c'est justement dans la zone Canaran. Donc, seul côté où tu as des possibilités pour faire une extension de Port-au-Prince, c'est vers le nord. Donc, la zone Canaran, tu es quand même vierge. Donc, construire une nouvelle Port-au-Prince, une nouvelle capitale, c'était une zone qui était tout à fait appropriée. Pour faire une belle capitale ou une belle ville, moderne, avec des constructions parasismiques. Mais malheureusement, la ville est très mal gérée. Et puis nous avons un bidonville qui vient former Canaran. Donc, on a qui que nous pouvons récupérer les zones pour nous transformer, aspect social, aspect économique, qui sont pour évacuer la population dans la zone ça. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, franchement, ouais. Bon, malheureusement, ici, c'est les cabris qui finissent par passer, n'a plus les fermes barrières. Bon, il y a toute qualité de problème Canaran. Donc, nous avons que Canaran situé sur la route nationale numéro 1. Donc, si on parle dans la zone avec la multiplicité des gangs, donc si on parle dans la zone, on est capable de bloquer. Dernièrement, on était bloqué carrément. Si on parle dans le nord, l'Antibonite, nord-ouest, toute zone ça est capable de bloquer au niveau de Canaran. Parce que pas vraiment de contrôle de zone. On a des possibilités pour nous faire une ville moderne dans la zone Canaran. Est-ce que le trop tard? Donc, même pas un architecte qui a aménagé des zones. Donc, je pense que les gens qui réfléchir sur l'aménagement du territoire là, et bien, on doit penser sur zone ça pour qu'on est capable de transformer Canaran en une ville moderne pour nous capable vraiment gagner une extension de Port-au-Prince pour nous gagner une capitale qui est vraiment digne de ce nom. Parce que nous avons que une prise en charge que l'État a de faire par rapport à la construction. Après 12 janvier 2010, il y a des conséquences tremblement de terre a été gagné sur le mode sur nous avons construit. Bon, malheureusement, 11 années après, nous sommes beaucoup là. Il y a un pile de bagages qui était capable de faire après 12 janvier. Malheureusement, nous avons laissé aller qui fait, priorité à pas tout ça. Donc, la nature a horreur du vide. Donc, les gens sont délogés, cailloux écrasés. C'est des gens qui sont battantes. Donc, il faut avoir un côté priorité. Donc, puisque l'État n'a pas de contrôle de la situation, pas capable d'orienter, donc on fait n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de crasé, il y a des gens qui sont dans l'autre département, ils viennent terrain ça, et puis ils mettent main sous terrain et puis ils font des cailloux. Il y a des gens qui louent cailloux Canaran et puis ils été de l'autre côté. Donc, il y a un désordre total. Donc, on a souhaité qu'ils mettent l'ordre dans la zone pour que nous essayions d'améliorer la situation parce que c'est une mauvaise image qui est liée à l'entrée capitale là, pour voir une qualité bagaille ça qui fait l'entrée ville là, au niveau de Canaran, qui est vraiment un cauchemar après le 12 janvier 2010. Pour qui ça jusqu'à présent, dans le ministère de l'Éducation nationale, pas un programme pour apprendre petit moun question tremblement de terre et la culture du risque, par exemple? Bon,
il faut poser des questions à responsable ministère, je ne vais pas répondre pour eux. Et effectivement, à 11 ans après, je connais que grand pile l'effort qui est fait avec l'UNESCO, avec les cellules éducation nationale, et des manuels qui sont faits pour intégrer, mais pour être capable d'intégrer dans le curriculum du monde. Pas un programme national de sensibilisation dans l'école qui existait, qui est fait au niveau du territoire. Même personnellement, je peux contacter, moi, faire des conférences pour eux-mêmes. C'est des bagages ponctuels, des bagages conjoncturels. Même tu as souhaité que un programme que l'éducation nationale établit, c'est obligatoire pour que chaque mois, chaque 2 mois, un cours sur menaces naturelles avec des exercices de simulation, évacuation et salio pour que yo bay ti moun cette culture du risque parce que pour ti moun k'ap monter connait yo dans quelques années yo pas vraiment et connaît ça qui est passé le 12 janvier. Donc il faut que nos devoirs de mémoire ça c'est dans l'école pour nous perpétuer à défaut d'avoir un mémorial pour mener ti moun yo pour montrer ça qui est passé le 12 janvier mais on doit instituer dans la salle de classe yo des cours sur les menaces naturelles, parler de tremblements de terre, faire évacuation pour que la culture du risque existe, pour que tout le monde connaisse que la vive dans le pays à risque sismique, pour que le jour que le tremblement de terre dit ah, il ne va jamais parler de bagaille ça avec dans l'école, même gens que un peu le monde était étonné que ça qui est arrivé d'où je viens arriver parce que pas connaît que ça était capable d'arriver dans le pays. Un programme de master qui était initié après 12 janvier. Comment ça est aujourd'hui? C'était au niveau de la faculté des sciences, professeur Petit. Oui, c'est l'UGO qui est l'unité de recherche en géosciences qui a marché très bien. Donc, il y a des promotions qui ont sorti, il y a des mémoires de fin d'études. Et je crois que pendant l'année 2020, il y a 3 colloques scientifiques qui sont faits, côté que les étudiants ont été présentés les résultats mémoire de fin d'études, côté que le monde qui a master a présenté les résultats étudiants, les doctorants ont présenté les résultats étudiants. Donc, il y a des promotions qui ont été formées et il pourra loger très prochainement dans le bureau des mines et d'énergie, un espace qui est attribué à master là, donc il y a un local avec le financement des banques privées. Donc, ça a marché très bien. Mais l'inquiétude, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une promotion qui est sortie, ça n'a pas avec mon ça. Bon, il faut que nous accordions des priorités à l'évaluation de la menace. Il faut que nous ayons des structures, des institutions qui sont capables vraiment absorber les gens qui ont sorti ça. Barrer des salaires décents, barrer des emplois, priorité dans le pays, développer des laboratoires au niveau des universités pour continuer à faire des recherches avec leurs partenaires étrangers pour que, pour que la science vraiment ait un droit de citer en Haïti. Parce que nous improvisons trop. Trop improvisation faite. Nous prenons des mesures, des dispositions qui sont basées sur rien. Or, la science, là pour ça. Les gens qui sont formés, qui ont un niveau master, qui ont un niveau doctorat, il faut qu'il y ait des laboratoires de recherche, bien ils font recherche sur tel problème et ils proposent des solutions. Et c'est sur base de solutions que les décisions doivent prendre, que les politiciens doivent prendre, pour ne pas passer à côté du problème. Le plus souvent, son coup de tête, nous prenons une solution, et puis qui ne pague rien pour jouer avec le problème réel. Donc, je pense que genre de master, ça, il faut multiplier dans plusieurs universités. Ce n'est pas UEH seulement, ce n'est pas faculté des sciences seulement pour qu'il fasse. Dans toute université, il y a des laboratoires de recherche pour que nous ayons une masse critique de scientifiques qui prennent le pays en main, qui réfléchissent sur les problèmes locaux, sur les problèmes nationaux, pour venir avec des solutions qui justifient, qui ne pas passer à côté de vrais problèmes, pour que nous ayons une solution pour nous sortir à pays de sous-développement que l'on là. Donc ça a marché très bien. Mais il faut que nous pensions à employer les gens fini pour ne pas quitter le pays. Donc, ce sont des cerveaux qu'on a fait pour l'étranger. Et leur parti, eh bien, les pays étrangers ont 3 contemporains parce qu'ils ont formé déjà, ils ont de bons emplois, donc il a brillé à l'extérieur, et puis en Haïti, nous avons des problèmes. Pendant que nous avons besoin de ressources ici. Alors que Haïti, besoin de ressources, nous avons besoin de gens, nous avons besoin qu'ils travaillent, nous avons besoin des laboratoires de recherche, au lieu que nous contribuer à développer le pays, eh bien, ils contribuent à développer l'autre pays. Et pas aucun développement qu'à faire avec les gens qui ne connaissent pas. Non, il faut que la science ait droit de citer. Afin de bon Dieu bon, de Christ capable, bon, on va dire que la religion n'est pas nécessaire, il est nécessaire, mais quand même, il faut que les décisions soient prises en connaissance de cause par des gens qui proposent des alternatives, des solutions qui sont basées sur des données. Un pays n'est pas capable de vivre sans données, sans information. Il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait des renseignements. Donc, donner ça, une fois que élaboré, traité,
de tirer les conclusions qu'il faut, de proposer des pistes de solutions. Et si vous avez donné réponse, soit le porter, pas approprié, bien entendu. Ou après des solutions, ou dépenser un paquet de cob, étranger à venir, l'étranger à venir pour évaluer les code données, ou dit pas de données. Ben, imaginez dans la tête, une solution que le dans tel pays, il peut proposer une solution, ça, mais qui n'est pas nécessairement adaptée à problème pays. Donc, vous êtes capable de dépenser un paquet de cob pour résoudre le problème et pour passer à côté du problème. Ou que l'offre de dépenser cob là, le problème est la pire. 11 années après, nous plus près, on l'a dit tout. Quand on est là par rapport avec Jean-Pays Atadouye pour préparer là un éventuel tremblement de terre. 11 années après, nous sommes capables de dire qu'il y a des avancées qui sont faites, qui n'ont pas existé avant 12 janvier. Maintenant, à qui ça y est, il faut que nous soyons capables d'intégrer le plan national pour nous conserver, parce que si nous ne faisons rien avec eux, nous avons perdu quelque temps. Donc, il y a des avancées, il y a beaucoup de manquements, beaucoup de lacunes. Maintenant, le chemin est très long, est très difficile, ça m'a demandé un pile volonté, ça m'a demandé des ressources humaines, des ressources financières, ça m'a demandé une bonne gouvernance pour que nous chita pays sur une base sécuritaire pour nous aborder le problème avec le sens du sérieux. Donc, il faut tenir compte de l'acquis, nous ne pouvons pas cracher sur eux-mêmes, il faut que nous bonifions, complétions et puis continuer de l'avant parce que de toute façon, Haïti a toujours subi menaces naturelles. On ne va pas parler de tremblement de terre seulement. Il a toujours un cyclone, il a toujours une inondation, il a toujours une sécheresse, un problème de changement climatique, il a toujours un tsunami. Donc, il faut que nous abordions le problème. Si nous voulons un pays vraiment qui est sécuritaire, pour que la population qui a augmenté chaque année, eh bien, nous assurer la sécurité de la population, il faut que nous abordions le problème. Et si ça t'arrive à trembler, parce qu'on a vu son tête trembler, il faut que nous connaissions ça, on dit pendant l'émission, il y a moins de dégâts, plus de dégâts, on pense que nous payons en forme, si ça s'active 12 janvier 2010, ça arrive là, je dis. Pas qu'à répondre à la question ça. S'il fait, même côté il fait là, il y a un pile de bagages qui fait, on va connaître des dégâts qui viennent que la pied. Mais il y a des zones, s'il fait, par exemple, il y a une étude qui fait, la population a augmenté, construction toujours a fait même genre, donc les dégâts sont toujours considérables. Mais il y a une prise de conscience pour qui fait, et je toujours dire, et je répéter, la responsabilité dans ce domaine est à la fois individuelle et collective. Pas si tu attends que c'est l'État qui fait toute bagaille. L'État n'est pas capable de faire toute bagaille. Si le citoyen lui-même n'est pas investi dans la sécurité pâle, eh bien, il n'a pas besoin de sécurité. Il faut que lui investisse d'abord et puis l'État a baillé le ton. L'État a baillé des sanctions, a dit qui j'ai pour bailler la fête. Qui politique que nous adopter pour nous faire bailler plus bien. Mais au cœur de tout ça, c'est le citoyen qui doit être là pour qu'il prenne le destin en main. Message pour 12 janvier, 12 janvier 2021, il tombe au mardi, année ça. Il est tombé au mardi, même 12 janvier, il était fait au mardi. Eh bien, plus de temps a passé, il y a bien moins d'investissement et plus le monde a déconnecté de 12 janvier. Alors, nous pensons que nous-mêmes qui étions vivants 12 janvier, nous avons un devoir de mémoire. Il faut que nous disions ce qui s'est passé 12 janvier. Il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord avec moi, qui est un petit peu mal à l'aise de parler de 12 janvier, de tremblement de terre, dit que ma remué plaire parce que je connais que 12 janvier était un mauvais souvenir pour eux-mêmes. Vous comprenez ça? Mais la solution, ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas faire le mort sur ce qui est passé 12 janvier. Ou reléguer l'oubliette, nous dit que comme si 12 janvier n'a pas jamais existé, alors que son bagage est capable de répéter encore à nouveau. Donc, il y a un devoir de mémoire, il faut parler de ces choses, avec modération bien sûr, et dire que génération qui a venir, mais ça qui est passé au certain 12 janvier 2010, et que, mais qui j'ai dégâté, mais ça qui est passé, et si ça t'est arrivé, c'est parce qu'il y a tel bagage que nous n'avons pas fait. Maintenant, pour éviter les mêmes erreurs, prenons notre pays en main, faisons les choses autrement, mais il faut perpétuer mémoire ça, pour que nous-mêmes nous prenions des mesures, des dispositions qu'il faut, pour que nous vivions un pays qui est vraiment sécuritaire. C'est ça le monde fou qui croit qu'avec notre résultat, c'est continuer à faire même bail. Bon, si on monde fou chita dans le cas et puis bloque mal maré et puis il y a une Bible dans la prière toute la journée, il dit bon Dieu bon, pas gagner qu'à priver, qu'on gros tremblement de terre qui est passé, il pense que bon Dieu parle que bloc là pour lui, bon, on ça dans l'erreur. Bloc là tomber sur lui parce que ce sont des lois physiques. Là tomber sur lui, là mourir. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pour une fatalité. C'est pour une fatalité, c'est pas bon pareil. Merci infiniment, professeur Petit. C'est un plaisir et je suis toujours là pour nous parler de lui-même parce que c'est un devoir de mémoire.
Voilà, au 12 janvier 2021, professeur Claude Petit, on fait encore avec nous sous Télévision nationale d'Haïti. Sous là de la matinée, bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.